Jungle. Allez, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. C'est sur Sport FM et c'est tous les vendredis à partir de 14h. Dans le nid des éperviers des LNDE, nous sommes au numéro 49. Nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, le COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues, ensemble pour la mobilisation et bien sûr la sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Avec au menu du jour, ce numéro de DLDE qui sera essentiellement consacré au décryptage de la dernière sortie de Paolo Duarte sur nos antennes. Voici un extrait. Travailler, il n'a pas autre chemin, c'est travailler. C'est travailler la finition encore. Ou peut-être mieux ne travailler pas la finition. Peut-être je vais donner aux joueurs la pression d'avoir la balle sur à côté de but parce qu'on travaille l'efficacité, la finition 2-3 fois à chaque stage. 2-3 fois à chaque stage. 2-3 fois. Peut-être c'est mieux de ne travailler pas. Donc, c'est comme le joueur manque la balle dans le jeu de match. Peut-être il a la balle, il va marquer. C'est travailler. Je ne peux pas hypothéquer toute notre qualité d'organisation, de travail, qualité de joueur, évolution, rénovation d'équipe. Je ne peux pas hypothéquer parce qu'on rate. Voilà, Paolo Duarte, sélectionneur des éperviers du Togo. Que peut-on comprendre de cette déclaration du technicien portugais? Quel jugement portez-vous sur l'homme et sa manière de travailler? Alors, sommes-nous sur la bonne voie avec lui pour la reconstruction de la sélection togolaise? Jusqu'à quand les Togolais peuvent-ils encore espérer pour commencer à goûter aux délices des performances de leurs chers éperviers? Bien sûr, nous aurons également le Togolais en club avec le coup d'œil habituel sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. La 30 des 18h, vous, l'antenne. Dans l'une des éperviers, c'est avec la technique, comme d'habitude, certains vendredis. Pélagie Mekou, merci à toi d'être là. Et puis, à la caméra, oui, c'est lui qui est là tous les vendredis. L'homme à Douvon, c'est bien ça, c'est lui qui assure la migration vers le www.sportfmtg.com et sur les réseaux sociaux. Au studio, les chroniqueurs habituels sont présents toujours, Franck Mounyama et Angelo Folikwe, pour décortiquer les sujets. Et puis à la présentation, appelez-moi simplement Aimé Le Bon. DLN2, voici comment c'est parti. Retour dans ce studio et puis on est là au complet comme cela avec, bien sûr, Angelo Folikwe, bonjour, merci d'être là. Salut Aimé, bonjour à toutes et à tous. Ça va? Ça va. Ça va bien? Ça va bien. Franck, eh mon pote, salut, comment ça va? Tout va bien, merci. C'est avec plaisir qu'on se retrouve. Ah oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui, mais justement, c'est vous qui avez reçu Paolo Duarte l'autre fois pour essayer donc de parler de l'actualité des éperviers. Nous allons consacrer d'ailleurs une bonne partie de cette émission donc à ce que Paolo Duarte donc a dit. Il a fait beaucoup de déclarations. On va essayer de passer au peigne fin ces déclarations, de les analyser justement. Mais on sait que ce n'est pas toujours facile justement de faire venir Paolo Duarte au studio. Oui, mais quand on a parlé, on le sollicite. Je pense que dès qu'il est disponible, il vient toujours. C'est pas quelqu'un qui refuse, qui se cache derrière ce qu'il fait et qui ne veut pas communiquer. Contrairement à quelqu'un qu'on a connu ici, lui, il est accessible. Oui, il est accessible. Il aime toujours communiquer, parler de ce qu'il fait, partager, on va dire, ses sentiments, ses impressions avec les médias. Bon, de toutes les façons, je ne crois pas qu'il soit, on va dire, réservé ou bien qu'il ait envie de cacher quelque chose. Il communique, il partage. Voilà, sur ce plan, quand même, on peut dire que oui, il est bien, il est accessible. Est-ce qu'au-delà donc des déclarations qu'il a faites, au-delà des propos qu'il a tenus, est-ce que quand vous le voyez, est-ce qu'il est triste par rapport, est-ce qu'il est inquiet, c'est quoi finalement son attitude? Non, c'est un entraîneur détendu. C'est vrai que lorsqu'il considère les 2 derniers résultats face au Burkina Faso, sur 6 points, il n'a pris qu'un seul. Donc sur ce plan, il est triste. Mais lorsque vous le voyez physiquement, c'est quelqu'un qui est là, détendu, qui croit encore en quelque chose avec cette sélection du Togo. Maintenant, lorsqu'on fait un peu les comptes, ça ne va pas en sa faveur.
Donc, c'est là où il est un peu frustré, c'est là où il est un peu inquiet par rapport au match qui arrive, mais il va falloir travailler, selon lui, pour avoir peut-être un résultat. Bon, voilà, on va commencer donc à l'écouter et bien sûr décortiquer à peu près ce qu'il pense. Alors, le premier extrait, le voici. Travailler, il n'a pas autre chemin, c'est travailler. C'est travailler la finition encore. Ou peut-être mieux ne travailler pas la finition. Peut-être je vais donner aux joueurs la pression d'avoir la balle sur à côté de but parce qu'on travaille l'efficacité, la finition 2-3 fois à chaque stage, 2-3 fois à chaque stage, 2-3 fois. Peut-être c'est mieux de ne travailler pas. Donc, c'est comme le joueur manque la balle dans le jeu de match. Peut-être il a la balle, il va marquer. C'est travailler. Je ne peux pas hypothéquer toute notre qualité d'organisation, de travail, qualité de joueur, évolution, rénovation d'équipe. Je ne peux pas hypothéquer parce qu'on rate. Parce que nous, on ne cherche pas victoire. On cherche des objectifs. Qualification, grandir, évoluer. Une victoire à nous, c'est le chemin pour la deuxième victoire. On cherche ça. Mais c'est comme ça. Si tout ça, quand tu me demandes si le travail est bien... Non, dans ma tête, je vais faire tout le possible, l'impossible pour que l'équipe soit à l'aise, pour que l'équipe soit confiante, pour que l'équipe soit plus forte chaque match, pour que le sporteur croit plus en nous chaque match. Et pour que l'équipe est capable de faire tomber l'adversaire de l'autre côté. On le fait. Mais je ne peux pas faire... je ne peux pas prendre la balle avec la main moi-même et donc je ne joue pas. Oui, voilà. Il ne va pas aller jouer sur le terrain lui-même. Ben, il va donner des consignes. Angelo, mais voilà, ces premières déclarations, quand vous l'écoutez, que peut-on comprendre justement de ce que dit ce technicien portugais? Tout de suite, on peut relever qu'il se sent impuissant vis-à-vis de la situation. La situation qui dénote le manque de réussite, de réalisme des joueurs togolais devant les cages adverses. Juste pour prendre quelques chiffres, quand on considère les 4 premiers matchs joués dans la poule du Togo pour les éliminatoires de la CAN 2023, ça fait 3 buts marqués, 6 encaissés. Ça veut dire simplement qu'en attaque, le Togo manque cruellement de succès. Et en défense, il n'y a pas également cette manière de pouvoir gérer les assauts offensifs de l'adversaire. Et à ce stade-là, je ne vais pas l'incriminer. Parce qu'en arrivant à la tête d'une sélection, je suis sûr qu'il a pris le temps de scruter en profondeur l'équipe du Togo. Il s'est dit, tiens, c'est peut-être un bon challenge. En comptant sur sa façon de faire, ayant déjà fait le Burkina Faso et le Gabon sur le continent avec une finale, si je ne me trompe pas, avec le Burkina Faso face au Nigeria perdu en 2013 au niveau de la CAN. Et donc, il se dit, tiens, c'est un chantier auquel il s'attaque et visiblement, avec le temps, ça pourrait réussir. Sauf que par rapport à... Depuis sa venue, c'est le 1er mai 2021. On est aujourd'hui le 5 mai 2023. Bientôt. Ça fait déjà presque 2 ans qu'il est arrivé. Le constat amer... du Burkina, c'était avec Paul Put. C'était Paul Put, merci beaucoup. Voilà pourquoi je disais... voilà, 2013, donc c'était plutôt en 2017 Non, c'est en 2013. 2013, non 2013, oui. parce que le Togo a été éliminé par le Burkina Faso. C'était avec Paul Put. Lui, il était là en 2017. Oui, il était là. D'abord, il a fait un passage en 2008-2012, oui. Burkina Faso, et après 2016 à 2019. Voilà, plus précisément. Bon, donc, pour revenir un peu sur la situation que décryptait tout à l'heure Paulo Duarte, en venant d'abord à la tête de cette sélection, naturellement, il devait s'attendre à avoir des joueurs capables de pouvoir l'aider à faire des résultats. C'est-à-dire qu'à chaque match, quel que soit le pédigré de l'adversaire en face, oui, le Togo joue et doit marquer, et doit gagner. Malheureusement, les joueurs cités individuellement, que ce soit Plaka, que ce soit Laba, que ce soit Kevin Denke et tous les autres. En attaque, bien sûr. Oui, en attaque, puisque nous parlons de la finition. De la finition. Pour le moment, on n'en trouve pas. Et c'est compliqué. Et je ne pense pas, même si je peux parler à la place des entraîneurs, des connaisseurs, des techniciens de football, c'est pas en sélection qu'on vient apprendre à un joueur à marquer un but. Il le fait déjà depuis tout petit, durant toute sa carrière. C'est ce qu'il a eu l'habitude de faire. Et donc, en sélection, je pense que ça doit être l'aboutissement. Malheureusement, Paulo Duarte se frotte à un problème qui devient de plus en plus épineux. Peut-être que dans sa tête, il se disait, tiens, peut-être sur 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, je devrais normalement trouver l'attaquant de race qu'il faut
pour permettre à la sélection togolaise de sortir la tête de l'eau face à n'importe quel adversaire. Mais là, ça fait déjà 24 mois qu'il est là et toujours pas de réussite. La preuve, quand on considère les chiffres, oui, on reconnaît que le Togo peine tellement à marquer et ce qui reste encore au travers de la gorge, c'est ce match face à l'Eswatini où le Togo tenait la victoire. Mais malheureusement, derrière, elle a flanché. Face au Burkina Faso, oui, elle a essayé d'exister, mais ça reste toujours le sempiternel problème de la réussite devant les buts. Je me demande d'ici pour les 2 prochains matchs, comment va-t-il faire pour trouver la formule, essayer de pouvoir relever la pente. En tout cas, il reste confiant lui-même. Mais Franck, ces déclarations, ça vous donne donc à décrypter cela comment ? Oui, ça veut tout dire. Ça veut dire tout simplement que c'est un entraîneur qui fait face à une situation où son équipe manque cruellement de réalisme, d'efficacité devant le but. Sur ce match-là, on va le dire clairement, il a manqué de baraka parce que le meilleur buteur de sa sélection sur les derniers matchs était absent, c'est Plaka Fessou. Ouais. C'est lui qui arrivait quand même à donner du plaisir, à se sortir d'affaires. Malheureusement pour lui, il s'est blessé. Et voilà, donc la combinaison là-bas, Denke n'a pas fonctionné. La combinaison là-bas, Thibaut n'a pas fonctionné. Donc c'est le problème. Agoro également, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. C'est le problème que connaît Paulo Duarte depuis son arrivée. Il n'arrive pas à avoir une équipe qui dispose d'une attaque qui fasse peur. Comme, on va dire, il y a un certain nombre d'années, lorsque le Togo a match et que les Kader, les Adebayor, les Oloufade sortent du vestiaire, vous savez au même moment, en même temps que oui, cet après-midi ou bien sur ce match, il va y avoir quelque chose. Mais cette équipe ne présente pas, ne donne pas, on va dire, cette assurance au public sportif. On se tient souvent la tête entre les 2 mains, se posant des questions. Qu'est-ce qu'il va se passer? L'équipe togolaise va-t-elle réussir à ramener quelque chose? Pour le moment, c'est effectivement le cas. Les questions se poursuivent. C'est des questions éternelles. Voilà, la finition manque, la confiance manque, le réalisme, l'efficacité. C'est très difficile. Mais dans sa tête, il dit, quand on lui a posé la question, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas changer les combinaisons en attaque pour voir ce que ça donne? Apparemment, il n'est pas content, il n'est pas vraiment sur ce chemin. Il fait toujours confiance à ce qu'il fait. Il est sûr de ce qu'il fait. Il est sûr que c'est ça qui va amener le Togo à bon port. Mais pour le moment, c'est que les résultats ne sont pas en sa faveur. Lorsqu'on prend tout ce qu'il a joué comme match officiel, on vient de le dire, il n'y a que deux victoires. 2 victoires, une sur le Congo-Brazza, l'autre sur, je pense, la Namibie en Afrique du Sud. Donc, sur ce match, sur les éliminatoires de la CAN, à Marrakech, le Togo a montré un très bon visage, ayant des occasions, mais finalement, qui les a vendangées. Là-bas, Fodo, dans la surface, au moment de frapper face au gardien, tombe tout seul. Il cherchait son pied à voilà, et puis ici, en vain, il y avait des occasions. Donc, c'est difficile. C'est difficile. Il n'y a pas cet attaquant, si je peux dire, de race aujourd'hui, dont disposent les éperviers, et ça crée un problème. Et puis en défense également, c'est pas aussi l'assurance totale. C'est pas un as défensif. Et puisqu'on arrive à encaisser. Voilà, puisqu'on a encaissé, on a dit 6 buts, on en a marqué 3, ce qui veut dire que la défense, c'est pas aussi le point fort du Togo. Donc c'est tout un travail qui reste à faire. Il a dit qu'il va continuer par travailler. Il n'y a rien à faire. Il faut continuer le travail en espérant qu'en juin et en septembre, le Togo fasse la différence pour avoir peut-être son ticket pour le rendez-vous ivoirien. Mais c'est des situations qui restent très compliquées. Voilà, il n'y a pas de passez-moi le mot. Il n'y a pas cette assurance-là au sein du public et au sein des médias par rapport aux prestations des éperviers. Donc voilà, on va y aller, on va voir. Angelo, est-ce que c'est un problème de méthode, justement, est-ce que c'est la méthode qui n'est pas bien assimilée, qui n'est pas bien comprise? Parce que il peut y avoir également ça. Et si c'est ça le problème, ça veut dire que c'est en fait le sélectionneur qui est en cause. Vous posez là, je pense, une pertinence dans justement cette façon de gérer les matchs de la part de Paulo Duarte. Aujourd'hui, avons-nous réellement une identité de jeu? Depuis l'arrivée de Paulo Duarte,
Je suis divisé à pouvoir reconnaître que... En combien de parties? En 2 parties. En 2 parties, simplement. Parce que on a vu une équipe du Togo qui démarre les éliminatoires face à l'Eswatini dans une autre posture, du 4-3-3. Après, on a vu l'équipe migrer vers du 3-5-2. Parfois, c'est du 4-5-1. Et oui, pour moi, ça pose le problème que vous êtes en train de souligner. La méthode. Et en cela, on n'a jamais vu, par exemple, des 1 contre 1 réussis dans un match des éperviers depuis l'arrivée de Paulo Duarte. C'est d'abord très compliqué. Lorsque le ballon est dans le camp de l'adversaire, difficilement on arrive à mettre un bloc équipe en face pour empêcher les transmissions, les transversales de l'équipe adverse. Par moment, on sent, je peux dire, un embouteillage au niveau du milieu de terrain. Mais ce n'est pas constant. Ça embouteillage surtout. Oui, embouteillage. Véritablement. Oui, parce que, oui, on a envie d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire, sauf que, à force de pouvoir aller vers l'avant, on laisse des brèches et il suffit juste d'une transversale et puis derrière, il y a tellement d'espace. Je me rappelle du match ici face au Burkina Faso, et lorsque le milieu de terrain barbu burkinabé, dont le nom m'échappe tout petit peu, Blati Touré, a juste orienté le jeu sur un seul coup de rein, mais la défense togolaise était complètement aux abois. Et derrière, on a vu combien de fois c'était compliqué, et pour Jane Dakonam, et pour Alexis Romao, de pouvoir colmater les brèches. Et puis également, toujours dans l'identité du jeu, difficilement on arrive à voir Jane ou un autre défenseur central porter la balle. Parce qu'à un moment donné, lorsque les milieux de terrain sont pris individuellement, mais il faut que le défenseur prenne la responsabilité, depuis la base arrière, de porter le ballon, ne serait-ce que sur 25-30 mètres, avant de trouver un début de solution. Sur les côtés, ou soit c'est Klidje Thibaut ou bien Fodo là-bas à faire des appels devant. Ça aussi, ça nous interpelle. Lorsque vous regardez très bien les matchs du Togo, difficilement les attaquants font des appels en profondeur. Et là, je me pose des questions. Très souvent, ce sont des attaquants qui décrochent pratiquement vers le milieu de terrain et ça rétrécit le champ du jeu du porteur. Je me pose la question, pourquoi ne demande-t-il pas toujours en profondeur, histoire d'attirer ou d'aspirer un peu plus la défense? Mais j'ai l'impression que, comme vous le dites si bien, la méthode peut-être à l'entraînement n'est pas suffisamment travaillée. La preuve, ce que vous faites à l'entraînement, c'est presque la même chose. Que vous devez répéter. Que vous devez répéter au match. Ça, tous les entraîneurs au monde entier vous le diront. Mais sauf qu'à notre niveau, on fait quelque chose d'autre à l'entraînement. Mais lorsqu'il s'agit des matchs, c'est pas la même chose. Pour terminer, juste un aspect très important lorsqu'on suit les entraînements des éperviers, vous allez voir qu'on travaille sur les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, mais qui sont ceux qui sont dans la surface de réparation? Ce sont des joueurs de courte taille. Par contre, les adversaires du Togo, soit l'Eswatini ou le Burkina Faso, ce sont des joueurs de grande taille. De grands gabarits. Gabarits, pour ne pas dire des grands gatuas. Voilà. Maintenant, quand il s'agit des ballons aériens, difficilement on arrive à gagner des duels. Alors là, oui, la question que vous posez, elle est bien posée. La question de la méthode se pose au niveau de la sélection de Paulo Duarte. Vous faites également la même lecture, Franck? Oui, je pense que lorsque les résultats ne suivent pas ou bien la méthode ne donne pas de résultats, forcément l'entraîneur est en question. On voit plus en profondeur ce que produit l'entraîneur. Quand il est arrivé, il a parlé de 3 ans pour avoir une équipe solide ici au Togo. Lorsque vous regardez ce que fait Paulo Duarte en ses débuts, il a joué sur le 4-3-3, il a joué sur le 4-2-3-1 et sur le stage en France après le match sur les matchs contre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale, il a essayé de mettre en place du nouveau, ce qui veut dire qu'il n'est pas 3-5-2, ce qui veut dire qu'il n'est pas convaincu par le 4-3-3 avec le Togo ni par le 4-2-3-1. Maintenant, quand on analyse un peu, lorsqu'on regarde les 2 matchs contre le Burkina Faso, on a comme l'impression que ce système de 3-5-2 a essayé de donner un semblant Parce qu'il y a quand même une production de jeu. Une production de jeu, surtout à Marrakech où le Togo avait tenu le ballon.
a obligé le Burkina à courir après. Ça a donné l'impression d'une équipe togolaise qui est très forte et qui possède le ballon et qui possède le jeu. Maintenant, les résultats, comme toujours, ne suivent pas. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Il parle de manque de confiance, il parle d'efficacité, il parle de réalisme. Quand un entraîneur parle comme ça veut dire que... ça veut dire qu'il est lui-même député. Voilà, ça manque quelque chose. Il manque quelque chose à cette équipe-là pour qu'elle puisse aller chercher l'adversaire et gagner les matchs. Et puis pour lui, il parle d'un problème psychologique et mental, une victoire du Togo et puis le déclic vient. C'est lui qui le dit. Donc aujourd'hui, c'est lui qui est visé parce que ça ne marche pas. Au-delà du fait que les joueurs togolais sont... Oui, mais depuis 5 ans, 5 ans passés, ça n'a pas marché. Ce n'est plus la grinta qu'on connaît à l'époque des Daré, à l'époque des Agassa, des Romao, qui est encore là. On vient de parler d'Adebayor, de Kader, et puis de tous les autres, d'Oloufade, Adekami et de Senaya Junior. Senaya, Améou, Komla, tout ça. On n'a plus la même verve, on n'a plus la même grinta au niveau de la sélection. Oui, c'est une jeune équipe, dit-il, mais ça manque de joueurs de premier choix pour aller faire la différence. Or, le Togo n'en a plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être regarder devant voilà, et oublier ce qui vient comme CAN. Oui. Parce que là, c'est très compliqué. Très compliqué. Justement, vous parliez donc d'équipe jeune. Lui-même, elle a souligné ça, la jeunesse, et peut-être manque de maturité. On va l'écouter et puis on revient. Quand j'ai pris cette projette, je savais le chemin que m'attendre. Dans ma première intervention avec la presse, j'avais dit que ça, c'est un projet de 2-3 ans. Ça, c'est un projet qui va donner beaucoup de travail. Si vous me demandez le résultat aujourd'hui, pas comme tout le monde, je vous dis directement que non, on n'a pas l'équipe pour le faire. C'est un travail de patience, un travail de pesquise. Et aujourd'hui, c'est comme je dis, si vous regardez dans ces... Je ne parle pas d'équipe effective de 11 joueurs qui jouent. Je parle d'un groupe de 35, 40, 45 joueurs même, qui a changé complètement. On a 6 joueurs, 7 joueurs qui sont joueurs qui viennent de l'année passée, d'autres époques, comme Chen, comme Laba, comme Bebou, comme Romao, Denk. Tout le reste sont joueurs neufs. Ce sont joueurs qu'on a découverts, ce sont joueurs qu'on a développés, ce sont joueurs qu'on développe encore. Et le chemin, c'est ça. Donc, quand tu me demandes si le travail c'est bien fait, je pense que c'est très bien fait. Dommage qu'aujourd'hui, on n'a pas le résultat condisant avec la qualité du jeu de l'équipe. Aujourd'hui, on n'a pas plus de victoires qu'avant. À une année avant, j'ai pas une équipe et je gagne plus. Et aujourd'hui, je sens que j'ai une équipe et on rate beaucoup et on ne gagne pas. Donc, pour moi, c'est ça la différence. C'est l'efficacité. Une efficacité qui nous a trahis, qui nous a fait perdre la leaderance de ce groupe, ou la 2e place. Mais il y a une chose que c'est bon. Quand on parle d'efficacité, ça veut dire que l'équipe crie, que l'équipe joue, que l'équipe a de potentialité, que l'équipe est en pleine évolution, que ce soit dans l'organisation, dans la part tactique, que ce soit dans l'aspect cohésion du groupe, que ce soit dans la maturité, parce qu'on a une équipe très jeune. Voilà, on parle donc d'extrême jeunesse de cette équipe, de manque de maturité, pour tout dire, pour tout résumer. Oui, mais il le savait. Quand il est arrivé, il a vu, il sait que l'équipe est extrêmement jeune, et pourtant, il se disait qu'il allait à la CAN. Alors, je pense que pour tout compétiteur, pour tout entraîneur qui est à la tête d'une équipe, d'un club ou d'une sélection, ils veulent tous gagner. Ils veulent tous gagner, sachant bien que le terrain n'est jamais aussi propice à engranger des victoires à l'appel. Mais au même moment, ce qui me réjouit en tout cas dans ces déclarations, c'est qu'il sait, il est conscient qu'il a une équipe. Et il dit que l'équipe crée des occasions, mais c'est que ça ne matche pas devant les buts adverses. En cela, je pense que c'est un point positif pour Paulo Duarte.
je me réjouis également que Paulo Duarte... Il ne faudra pas réveiller un entraîneur qui était passé ici, Franck, je me rappelle, dans les années 99-2000, un Français qui Stambouli. était... Non, n'était pas Stambouli. Froger. Non, plus. Non plus, bien avant. Thyssen, non plus. Bien avant. Bien avant. Il a à peine fait comme quelques mois. Il dit non, que je suis content parce que mes joueurs ont créé beaucoup d'occasions, mais ils ratent. Et je me rappelle que je lui ai posé la question, non mais monsieur, donc vous êtes content parce que vos joueurs ratent des occasions. Ils en créent et ils en ratent. Ils ne manquent jamais. Ils en ratent. Et il dit qu'il est content. Bon. J'ai dit non, mais écoutez. Bon, juste pour amuser la galerie. Absolument. Pour dire simplement qu'il croit en ce groupe-là, ces joueurs que nous avons l'habitude de citer, les Samuel Asamoah, les Fodo, les Romao, bon, même si lui il est partant presque, les Kevin Denke, les jeunes Karim Derman et Clydier Thibault. Moi, je disais tantôt que je me réjouis pour lui parce qu'il n'a pas un groupe où il y a de forts égaux. Oui, il n'y a pas une star qui, disons, sorte toute seule et dit, bon, écoutez, c'est moi ou personne. Et qui lui tienne tête à une certaine période où ça risque de lui donner des cheveux blancs. Et donc, on sent que c'est un groupe. C'est un groupe de joueurs, presque une famille, sauf qu'on ne cessera jamais de le répéter, c'est la qualité qui n'est pas forcément au bout des actions, au bout des matchs. En cela, je pense que oui, on doit être d'accord avec Paulo Duarte à être patient. Ça, c'est une réalité. Parce que s'il faut tout de suite chambouler la pyramide et voilà, comme ça se fait ailleurs, on le renvoie, on va aller prendre quelqu'un d'autre, histoire de compter sur une probable magie ou bien un probable coup du sort en disant, tiens, ça doit marcher. Non. Laissons-lui le temps d'aller au bout de son contrat, de voir exactement ce qu'il peut proposer et à lui également de convaincre, en tout cas ses employeurs et également le public sportif. C'est à ce niveau-là que se résout le plus gros ou bien la plus grosse énigme. La patience. La patience. Maintenant, oui, vous et moi, y compris le public sportif, savons. On ne sait pas être patient, bien sûr. Justement. Le Togolais ne sait pas être patient. C'est là où se situe le nœud gordien de la situation. On aura beau trouver les mots qu'il faut, les circonstances qu'il faut, mais le public sportif, lui, a besoin de résultats parce que de gauche à droite, il y a des sélections qui sont en train de faire des résultats, mais en oubliant... Pour le public sportif, on a dit que Claude Leroy n'est pas bon. Il est parti. On a recruté un nouvel entraîneur. Eh bien, il ne peut pas ne pas être bon. Non, mais... Sauf qu'on oublie qu'on n'a pas l'effectif de qualité pour faire des résultats. Mais Franck? Oui, je pense que lorsqu'on est entraîneur, il faut s'attendre toujours à, on va dire, cette situation lorsque les résultats ne suivent pas. Claude Leroy a fait 5 ans. Pratiquement, il n'a rien apporté. Est-ce qu'on va dire que Claude Leroy n'est pas bon? On l'a quand même vu ailleurs. Oui, où il était bon. Mais au niveau du Togo... Pourquoi ce n'est pas bon au Togo? Au niveau du Togo, il n'a pas été bon. Je ne sais pas si c'est l'environnement qui l'a dérangé. Je ne sais pas si c'est l'organisation autour de l'équipe. Et pourtant, il a toujours déclaré qu'il se sentait bien. Il revient toujours à Lomé. Hein. Oui, mais il n'y a pas de problème. Mais lui-même... il a son projet Grain du Togo. Voilà. Lui-même disait qu'il était confiant, qu'il avait des choses à apporter, qu'il doit changer l'organisation autour. Il a fait d'une certaine manière, mais quand on considère les résultats, ça n'a rien donné sur les 5 ans. Et naturellement, logiquement, je pense que quand on réfléchit bien, on doit dire merci à quelqu'un comme celui-là. Et voilà, on l'a fait. Pour tenter autre chose. Autre chose. Maintenant, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, c'est ce que le Togo est en train de faire. Et sauf que ça ne semble pas non plus marcher. On remarque également que par rapport à la question que vous avez entre-temps posée à Angelo, je pense que Paulo Duarte a montré 2 phases. Il a montré sur la première phase qu'il est en train de mettre en place une équipe et après patatras, ça a dégringolé. Il a chamboulé ça lui-même. Voilà, parce que... on avait toujours attiré son attention sur cet aspect. Cet aspect, et puis ce stage d'Antalya qui est venu tout chambouler. Il dit ici qu'il ne veut pas chambouler, mais il a chamboulé les choses sur la première partie de sa venue ici. Donc aujourd'hui, il est en train de souffrir. Quelle solution pour lui? C'est difficile à dire. Parce que les résultats ne vont pas en sa faveur. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et de l'autre côté... Quoi qu'on dise, le Togo a aujourd'hui une équipe très jeune.
quand on voit les Bessilé, quand on voit les Karim Derman, quand on voit les Samuel Asamoah, quand on voit les Clidier Thibault, quand on voit des joueurs comme Kevin Denke, c'est des joueurs qui n'ont pas, on va dire, beaucoup de sélection. Taoufik Moukaïla et tous les autres. C'est une équipe jeune qui continue d'apprendre sur l'échiquier, sur le plan international. Donc, on ne peut pas forcément attendre un résultat voilà, tout de suite. Et il faut avoir la patience pour que cette équipe se construise, pour que cette équipe gagne en expérience, pour qu'elle gagne, on va dire, en maturité, et pour aller chercher des résultats. Donc, lorsqu'on considère tous les aspects, il faut mettre également cet aspect en ligne de compte. Ils sont très jeunes. Très, très jeunes. Lorsque vous voyez Karim Derman jouer, si le Togo disposait des joueurs d'expérience, lui, peut-être, c'est en junior qu'il devait jouer. Oui. Alors, est-ce que... on n'a pas l'impression à un moment donné aussi, d'ailleurs c'est une critique que les gens ont faite, et même ici, je crois que Angelo l'a maintes fois rappelé. Franck, il y a une situation, on a comme l'impression que les joueurs manquent de patriotisme, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas, on ne sent pas mouiller le maillot comme on le faisait. Par le passé, quand, disons, le groupe Adebayor arrive, même déjà, quand l'équipe sort des vestiaires, vous avez donc, rien qu'en les regardant, vous êtes confiant parce que vous lisez tout cela sur leur visage. Oui, moi, j'ai envie d'expliquer cet aspect par le fait que il y a beaucoup de joueurs naturalisés qui sont venus au sein de l'effectif. Les binationaux, je ne dis pas qu'ils sont de mauvais joueurs, mais peut-être certains manquent de cette culture, de cette grinta-là par rapport au maillot qu'ils portent. Lorsque, vous le disiez, lorsque, entre-temps, vous regardez les Adebayor, les Kader, les Améou Komlan, les Senaya Junior, les Agassa, sortir du vestiaire, vous êtes sûr que quelque chose va se passer. Le match est déjà gagné à 80%, avant même d'avoir joué. Voilà, dans le sens positif. Maintenant, est-ce que ces joueurs, ces nouveaux venus, est-ce qu'ils ont cette culture? Est-ce qu'ils ont cette grinta? Quel est le discours qu'on leur tient? Qu'est-ce qu'on leur dit avant qu'ils n'arrivent en sélection togolaise? Donc, je pense que tout ça, ça manque aujourd'hui et ça se voit sur le terrain. C'est des jeunes joueurs qui n'ont pas, on va dire, ce patriotisme affiché, qui jouent forcément pour le maillot, qui veulent mourir pour cette tunique jaune. Bon, pour eux, peut-être, oui, on est en sélection, on vient jouer. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, on retourne dans notre club. Donc, il va falloir peut-être tenir un autre discours, peut-être leur apprendre du civisme. Je ne sais pas s'il faut parler ainsi. Donc, voilà, c'est malheureux. mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Mais je pense que c'est les décideurs. L'entraîneur peut également parler. Et tous ceux qui entourent l'équipe nationale, oui, peuvent faire ce travail-là. Bon, on va leur envoyer un professeur de civisme. Mais je pense que la tendance, nous devons chercher à la renverser. À la renverser en proposant que le travail soit beaucoup plus fait sur le plan local. C'est en cela j'apprécie les sorties de Paulo Duarte sur les matchs de championnat. Lorsqu'on jette souvent les coups d'œil au niveau des tribunes. Actuellement, il est encore à Palimé. Voilà. Il passe pratiquement une semaine à Palimé. D'accord. On le voit au municipal de Lomé. Tantôt, c'est à Guanivé. Sur d'autres stades également. On le voit. On le voit avec son staff, en tout cas ceux qui sont là, pour aller justement voir ce que les joueurs togolais savent produire sur le terrain. Et je pense que cette tendance-là de toujours lorgner vers l'extérieur ou vers l'Europe, à un moment donné, ça nous dessert. Parce que, disons la réalité, quelqu'un qui vit au Togo depuis 16 ans, 20 ans, et qui, par travail et assiduité et par opportunité arrive en sélection, il n'a pas la même mentalité que celui qui a été courtisé en 2 mois en lui proposant un projet par le manager général. Viens au Togo. Le Togo, c'est une sélection d'avenir. Dans 5 ans, on aura à faire ci, à faire ça. Ce n'est pas la même réalité. Je pense que c'est en cela, entre-temps, la période de Gottlieb Güller, on sentait qu'il y avait une véritable équipe nationale parce que les joueurs eux-mêmes, d'abord, se retrouvaient sur les matchs de championnat en semaine
Et en fin de semaine, les mêmes joueurs se retrouvaient au niveau de la sélection pour l'entraînement. Donc, il y avait une véritable, entre guillemets, concurrence saine. Et ça marchait à l'époque, même si, oui, pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Et je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir autrement, oser autre chose pour donner du relief à la sélection. En tout cas, les gens continuent à penser que les entraîneurs successifs qui sont passés donc à la tête de l'équipe togolaise ont toujours surfé sur le travail que Gottlieb Gueller avait fait. D'abord, le travail physique. Je me rappelle à cette époque, Franck, certainement que vous vous rappelez encore, au passage de Gottlieb Gueller, mais toutes les semaines, il rassemblait donc les joueurs locaux. Lundi, déjà, ils sont là. Lundi, mardi, mercredi. Et à partir de jeudi, ils retournent dans le club. Ils regagnent le club. Ce qui fait que pendant longtemps, ça dit que c'est des joueurs qui ont joué ensemble et qui ont créé, qui ont cultivé donc un certain automatisme. Il n'y a rien à dire. Et ça fait que, même si on fait venir des expatriés, eh bien, ils arrivent à se mouler très rapidement dans les groupes et pour produire quelque chose de bon. C'est l'idéal. À l'époque, combien sont-ils arrivés? Il y avait Kapalo Nyavor, il y avait que Salou Achiro et à Fouati. Et puis c'est terminé. Donc c'est quelque chose d'important pour avoir une base solide, une base locale solide. Lorsque ces professionnels à l'époque arrivent, mais il va falloir batailler pour avoir sa place. Donc je pense que c'est l'idéal. Maintenant, malheureusement, ça ne se fait plus. Et l'équipe locale qui se regroupe, une fois, je ne sais pas. Voilà, donc il va falloir retourner à cette façon de travailler parce que ça forge l'équipe qui est là, des joueurs qui sont convoqués. C'est ce que Stéphane Kessio avait fait. On le voyait pratiquement tous les stades, tous les week-ends. Et oui, après, il appelle les gens, parfois même chez lui à la maison, il discute avec eux. Et parfois même, je me rappelle, il va au terrain avec un petit groupe. Qui travaille pour faire donc certaines séances avant même donc de faire appel au groupe. Alors, moi je voudrais qu'on revienne encore sur ce travail de Paulo Duarte, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Alors, quel jugement on porte aujourd'hui sur l'homme et sur sa manière de faire, Franck, sa manière de travailler? Oui, visiblement, il maîtrise ce qu'il fait, mais quoi qu'on va dire, en dernière position, c'est les résultats qui vont parler. Même si on est sûr que lorsqu'on va lui donner le temps, il va pouvoir sortir quelque chose de bien. Bon, alors, si le temps tu as besoin, on va lui donner 10 ans. Oui, il va sortir quelque chose de bien. Or, le public n'a pas cette patience. Les journalistes, forcément, veulent avoir quelque chose de meilleur. Donc, aujourd'hui, les résultats ne parlent pas pour lui, mais c'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, qui a envie de construire une grosse sélection, et qui a envie de continuer et qui a envie d'avoir la confiance de tout le monde. Parce que lorsqu'il a perdu ou bien lorsqu'il a eu ce seul point sur les deux matchs ici, je pense que c'est dans cette émission ici, pas dans cette émission, dans Samedi Sport, il a pratiquement présenté des excuses. Il a demandé au public d'oublier et que ça va venir. Mais le public n'était pas aussi énervé que ça, parce qu'il y a quand même eu une production du jeu. Oui, il y a une partie qui est énervée et l'autre également qui dit il faut lui laisser le temps. On est en train de commencer par voir quelque chose de bien. Donc voilà, c'est un public finalement partagé. Mais au même moment, par rapport à la question sur Paulo Duarte, je ne doute pas sur la capacité de l'homme de vouloir gagner, de vouloir faire des résultats. Je me souviens très bien de sa première conférence de presse dans la grande salle de la fédération, l'auditorium. Il a dit qu'il a envie d'inculquer la mentalité de la gagne. Oui. Il a toujours répété ça au moins pendant 10 fois durant cette conférence de presse. Ça veut dire que dans les discussions individuelles et collectives, il a senti que ça manquait à son groupe. Mais ce qui également, à mon humble avis, n'est pas aussi positif du côté de Paulo Duarte. C'est vrai, c'est un humain, on commet des erreurs. C'est la question du jugement lors des changements. Oui, la lecture du jeu. La lecture du jeu. Je ne sais pas pourquoi ne travaille-t-il pas forcément avec ses adjoints ou ses adjoints ne sont pas forcément impliqués lors des matchs.
je sens que souvent pour les changements à un moment donné, c'est pas ça. C'est pas ça. Les joueurs sur qui ils comptent. Ils ratent les changements pour tout dire. Non, ils ratent les changements. Mais là, c'est là que je m'interroge. Bon, comment est-ce qu'il fait sa lecture de jeu? Ses adjoints l'aident-ils vraiment à pouvoir faire des choix décisifs et surtout des choix importants? Mais malheureusement, ça ne marche pas. Donc, je peux dire que pour l'instant, c'est le grain de sable dans la machine de Paulo Duarte. Maintenant, c'est à lui de rapidement corriger cette situation pour que les prochaines fois, c'est aussi en cela qu'on reconnaît la force ou la patte d'un entraîneur. Oui. Lorsque c'est compliqué, il faut choisir des joueurs qu'il faut. Et lorsque également... Il faut savoir décider et au moment opportun. Lorsque vous misez sur le cheval qu'il faut. Et lorsque également vous avez la possibilité de garder, de conserver le gain du match, mais mettez les joueurs qu'il faut pour qu'à la fin, vous soyez applaudis. Mais pour l'instant, c'est sur ce côté-là que Paulo Duarte est en train de pêcher. Il va falloir corriger ça. Franck, vous voyez donc ça de la même manière, n'est-ce pas? Oui, je lui ai posé même la question ici quand il est venu la dernière fois sur les changements, parce que lorsqu'il finit de les faire, il n'y a pas de plus-value. Ceux qui rentrent n'apportent pas grand-chose. Sur le match ont difficilement du mal à changer le cours des choses. Ça devient parfois même pire. Oui. Donc, il dit non, qu'il sait bien ce qu'il fait, que oui, qu'il n'y a pas de problème, que les gens, oui, peuvent penser qu'il rate souvent ces changements. Mais, mais si à tous les coups, on pense qu'il rate et que la victoire qu'on attend ne vient toujours pas non plus, donc, là, il nous donne raison. Oui, ça veut dire qu'il y a problème. Oui. Ça veut dire qu'il y a problème. Donc, c'est un aspect qu'il va falloir qu'il regarde de près. Parce que la dernière fois, lorsque vous regardez le match, le Togo devait marquer pour prendre les 3 points. Il sort quelqu'un, un joueur offensif, pour mettre un joueur défensif. Ça ne devrait pas être le cas. Oui. Samuel Asamoah était bien sur le banc, mais on fait rentrer Nyama Akate, qui n'est pas un joueur qui peut porter le ballon devant, qui peut défendre, oui, mais qui ne peut pas porter le ballon devant pour inquiéter la défense adverse. On ne sait pas quelle option il a faite en faisant rentrer je ne sais pas quel travail, quelle tâche il lui assigne justement en allant. Et en ce moment, le Togo ne menait pas. Mais voilà. Nous n'étions pas devant. Il y avait un partout. Et la nécessité pour nous, c'était au moins de marquer quelqu'un un but. Porter surtout rapidement. Que le Burkina Faso jouait tellement à l'aise, de façon maîtrisée, qu'il n'avait pas de pression. La preuve, juste un match nul, ça les a permis de composter leur ticket pour la CAN. Ils avaient cherché juste l'essentiel. Eux, ils sont très loin de nous. Aujourd'hui, ils ne pensent plus à cette qualification. Ils ont 2 matchs qu'ils peuvent perdre. Ça ne va rien leur arriver. Absolument. Maintenant, le Togo continue de batailler, donc c'est un peu le problème. Sur cette question, je pense qu'il va falloir qu'il travaille franchement pour qu'en cas de changement, qu'il y ait une plus-value, que l'équipe se retrouve et apporte plus de danger dans le camp adverse. Pour ajouter à ce que Franck dit également, il y a des joueurs qui, quel que soit votre pédigré à une certaine période, si vous n'êtes pas forcément en forme, vous ne serez jamais titulaire. Et vous serez sur le banc, mais jamais titulaire. Mais lorsqu'on vous donne l'occasion de jouer ne serait-ce que 2, 5, 10 minutes, mais mouillez le maillot. Mouillez le maillot. Voilà, n'allez pas perdre de points cardinaux sur le terrain, ne sachant pas quoi faire. Le contrôle, c'est compliqué. Le placement, c'est compliqué. Non, à un moment donné, soyez conséquent avec vous-même. Même si c'est 5 minutes avec la tunique jaune, mouillez le maillot, mouillez le maillot, mouillez le maillot. Alors, est-ce que nous sommes sur la bonne voie avec Paulo Duarte pour la reconstruction de la sélection nationale? Nous sommes sur la bonne voie? Oui, pour parler de reconstruction, on peut dire oui qu'il est arrivé, ça va faire bientôt 2 ans, en août prochain, et qu'il a montré un brin de satisfaction sur une première phase. Après, ça est devenu compliqué, on n'a plus reconnu cette équipe comme lui-même le dit. Lorsque vous l'écoutez, il rappelle toujours ça, la jeunesse de l'équipe, la reconstruction qui caractérise cette équipe du Togo et qu'il faut encore plus de temps. Oui, on peut lui faire confiance parce qu'il ne faut pas également se remettre dans un éternel recommencement. Là, ça également, c'est un problème. Je pense que oui, je ne suis pas le décideur. Il faut peut-être lui laisser le temps de pouvoir mettre en place quelque chose de solide parce que les joueurs, on en a vu, on en voit aussi, qui arrivent et qui veulent jouer pour le Togo. J'espère tout simplement que oui, la reconstruction va être faite dans les meilleures conditions sur 1 ou 2 ans à venir. Angelo, jusqu'à quand les Togolais peuvent-ils donc espérer encore commencer à goûter
j'allais dire, au délice des performances de leurs chers éperviers. Je pense que la balle est dans le camp de Paulo Duarte et de tout son staff. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment conscient au regard de tout ce que l'on dit, comme quoi il n'est pas aussi porté en odeur de sainteté auprès du public sportif, même si les critiques sont biaisées, divisées de part et d'autre. Mais pour revenir à votre question, je pense qu'on est sur la bonne voie si et seulement si. Aujourd'hui, en interne, il n'y a pas de bisbille, il n'y a pas de complications. Je parlais tout à l'heure des questions d'ego, ça n'existe pas. La question de prime, payée ou non payée, ça n'existe pas. Je pense que de ce côté-là, la sélection, elle est paisible. Maintenant, c'est au niveau du rendement. Le rendement des joueurs sur le terrain. Et je pense qu'à ce niveau, il faut qu'ils continuent à ratisser, à continuer à prospecter. Mais le plus difficile, c'est de ne pas, en tout cas, chambouler tout ce qu'il a déjà construit. C'est-à-dire aujourd'hui... Vous pensez qu'il nous faut encore trouver d'autres joueurs ? Oui, c'est possible, mais pas forcément une ribambelle de joueurs. Peut-être 2, 3 au niveau de certains secteurs clés. Peut-être au niveau, je sais pas, du milieu de terrain offensif, en attaque, pourquoi pas, milieu extérieur, pourquoi pas. Lui-même sait, en tout cas, là où se situe aujourd'hui. Il dit qu'il a une quarantaine de joueurs aussi bien talentueux les uns que les autres. Oui, mais on peut avoir même une centaine de joueurs, mais la porte n'est jamais fermée. Et c'est également le lieu d'en appeler, on va dire, au professionnalisme du team, du manager général de la sélection. C'est pas parce qu'il y a un joueur quelque part en 6e division, oui, parce qu'il a un nom qui résonne togolais, qu'on court vers lui pour lui dire non, oui, viens jouer au Togo. Non, on veut quand même des joueurs qui soient capables d'apporter quelque chose de nouveau à cette sélection. C'est pas tout le monde. C'est pas parce que le Togo... Mais jusqu'à présent, Paulo Duarte apprécie plutôt excellemment le travail fait par Serge Akako. De Serge Akako. Il ne peut pas dire le contraire. Oui, qu'est-ce qu'il peut dire? Il ne peut pas dire le contraire. Mais bon, on le prend au mot. Oui, il doit collaborer. Oui. Parce que les gens ont tendance aussi à dire, oui, c'est un peu comme si est-ce que c'est Serge Akako qui lui impose les joueurs. Il a dit non, écoutez, c'est moi qui choisis mes joueurs. Il a dit clairement non. Oui. Serge Akako lui présente une liste de joueurs. Bon, j'ai découvert tel joueur. On essaie donc de voir, disons, le profil du joueur, la vidéo, et c'est lui, après avoir analysé tout cela pour dire ok, oui, même moi, ce joueur sur la liste, on va voir ce qu'on va en faire. Bon. Oui, il ne faut pas aller chercher pour chercher. Il faut quand même des joueurs qui... oui, la jeunesse, c'est vrai pour préparer l'avenir de cette sélection nationale, mais également il faut chercher, parce que ça ne va pas manquer, des joueurs qui ont du vécu quelque part et qui sont prêts à jouer pour le Togo. C'est pas parce que, oui, il y a ce besoin-là de renforcer l'équipe qu'on doit ramener quelque chose, tout le monde aussi en sélection. Non, ça fausse un peu le jeu. Ah, clairement. Ouais. Au nom de la reconstruction. Non, il faut tamiser. Il faut tamiser. Tous sont appelés, mais peu sont élus. Voilà. Donc c'est important. Le tamis est vraiment important ici. Très bien. Très bien, je suis servi. Merci en vous. Donc pour, disons, ce décryptage que nous avons fait donc des déclarations de Paulo Duarte. C'est pas fini, hein, on va toujours revenir parce qu'il y a d'autres aspects donc à utiliser certainement. Donc les vendredis à venir, on va encore revenir sur certains aspects et puisqu'il continue à faire d'autres déclarations également cette semaine, aujourd'hui même, on va essayer de voir. Les gens sont en train de vouloir dire qu'il veut s'abriter derrière une magie. Bon, alors on va revenir sur cet aspect, mais déjà on passe à autre chose. Allez, c'est le chapitre de coup d'œil justement sur les Togolais de l'étranger, les Togolais en club, l'actualité de ces joueurs Togolais expatriés. Et vous, Angelo, on retient quoi? On retient de bonnes nouvelles, en tout cas. Ah oui? Oui, en commençant par le joueur Plaka Fessou, entre-temps blessé. On se rappelle qu'il n'a pas disputé quelques matchs avec les éperviers du Togo. Il a commencé les séances d'entraînement, oui. Oui, qui est de retour de blessure avec son club Solidarsk du côté de la Biélorussie qui a gagné 1-0. Il a joué 68 minutes.
dans cette partie. Ça veut dire que c'est déjà bon. Kennedy Boateng de Santa Clara, le défenseur international, a joué 90 minutes, tout comme Alexis Romao, l'inusable, avec son club de Dionikos. Kevin Denke, toujours en activité avec son club Cercle Bruges, 70 minutes dans les jambes. Le match 0-0 face au Standard de Liège. On va également parler d'Ilas Bebou. Ça va certes sur le terrain, mais résultat sportif moins intéressant, mais reluisant pour Ilas Bebou, qui a disputé 81 minutes du dernier match de Hoffenheim en Bundesliga. Bradley Barcola, que l'on veut tout faire pour ramener dans le nid épervier, a disputé 74 minutes avec l'Olympique lyonnais. Amevor Maouna. Il a encore sa tête pour la sélection française pour le moment. Amevor Maouna, oui, lui, il a le droit de revenir en sélection. Oh, ça fait longtemps qu'il avait le droit, mais on ne lui tend plus jamais la perche. 90 minutes avec ce club FC Eindhoven, plus une passe décisive en championnat. En plus. Ce n'est pas rien. Samuel Asamoah, oui. Lui, la dernière fois, il n'a pas su jouer avec les éperviers, mais bon, il a 72 minutes de jeu dans les jambes dans son club de Craiova en Roumanie en Ligue 1. Et puis nous terminons avec Fodolaba, toujours avec son équipe de Al Ain. Ils ont perdu la Coupe du Président au tir au but, 12-13. Et pourtant, Fodolaba a marqué un but et a inscrit 2 tirs au but dans cette finale. Oui, bon, voilà. Mais il n'a pas pu gagner la coupe. Oui, c'est ça l'information. C'est ça l'information. Le fait qu'il n'ait pas pu gagner la coupe, c'est ça. Et également, l'information, et c'est la transition qui nous amène donc vers la dernière tranche, en tout cas, le dernier chapitre de cette émission. 32 auditeurs, à vous l'antenne. Et c'est bien sûr, c'est fait maintenant, c'est ouvert pour vous pour quelques minutes. 92 03 60 31 ou 97 24 26 26. Le premier qui se manifeste, on va l'avoir. Bonjour. Allô, bonjour. Moi, je voulais un peu votre nom. Aimé le bon, oui. Aimé le bon, justement. On vous appelle comment, vous? Je m'appelle Théorie Yawanani, supporter numéro 1 de l'État filante. Supporter numéro 1 de l'État filante. Qui a fait le classement? Bon, allons-y. Allons-y. Vous êtes vraiment supporter numéro 1 de l'Étoile filante. C'est bien. D'accord. Ma question aussi va à parler de pourquoi il fait le changement comme ça. Tu peux crier pourquoi il a fait sortir dans le match contre Burkina alors que c'est lui qui tenait le match avec l'autre Bedman là. Pourquoi il a fait sortir? Moi, je n'ai pas compris. Il n'est pas là pour répondre, mais on va lui réserver la question. D'accord? Ok, merci. Anani, merci beaucoup. Franck, vous allez garder donc cette question. Quand il va passer ici, on va la lui poser. Un autre en ligne, bonjour. Bonjour, Aimé le bon, comment est-ce que tu vas? C'est Jubilé Justin Cyprien. Exactement. Oui, c'est ça. Je vais bien aussi. Tant mieux. Alors, on retient quoi? Il faut que les éperviers persévèrent. Ah oui, la persévérance. Le travail bien fait. Le travail assidu. Comme on dit, dans toute pédagogie, c'est la répétition qui compte. Oui, c'est vrai. Et dans cette survivance, il faut qu'ils acquièrent plus d'endurance, de maîtrise du ballon, du terrain, du jeu, de la partie de jeu et de la technique de jeu. Eh bien, je pense qu'il faut aussi qu'ils risquent devant la vue. D'accord. Il ne faut pas attendre que le ballon tienne dans le but avant de courir après. Ça, c'est des conseils. Il faut créer la situation qu'il faut pour pouvoir risquer le coup. On va transmettre ça aux joueurs, aux attaquants. Il faut qu'ils tirent rapidement. Bon, mais il vous faut également de la patience, vous aussi. D'accord? Tant mieux. Oui. Maintenant que tu le dis, nous prenons notre mal à patience et nous espérons finalement que ça va mort. D'accord, merci. Jubilé Justin Cyprien, au revoir. Au revoir, Aimé. Oui. Un autre en ligne? Bonsoir, bonjour. Le plateau Sport FM. Oui, bonjour, comment on vous appelle? Oh, c'est 7 depuis Black-Comé. 7. 7, ouais. Oui, c'est ça. Je salue le plateau et je vous félicite de tout ce que vous faites pour le sport togolais et en particulier le football. Merci à vous. Moi, le problème surtout des jeunes éperviers maintenant, c'est un manque de patriotisme. Ah, d'accord. Je vous dis qu'ils n'arrivent pas à mouiller le maillot quand ils sont convoqués. C'est ça. Ce qu'on avait vécu dans les environs de 2004-2005 là. Ouais.
quand les joueurs, les 11 sortaient des vestiaires même au moment des hymnes, vous chantez l'hymne même, vous avez un frisson. Vous allez me comprendre qu'il y a beaucoup de binationaux qui ne connaissent pas même l'hymne national. Quel de nos aïeux? Oui, alors vous avez chanté au moins. L'hymne n'a pas changé, hein? Et même il y a des gens qui ont quitté ici pour aller là-bas, ils reviennent, ils ne mouillent pas le maillot. Bon, c'est ça même le jeu même. Bon, ils n'ont qu'à mouiller le maillot. Et aussi, en deuxième position, j'aimerais que les anciens joueurs, les cadets, les adébailleurs là, s'associent aux jeunes. C'est ça. Même au moment où le Cameroun jouait, on voyait même Roger Mila aller au vestiaire pour encourager les joueurs. C'est ça. Et il faut l'union sacrée. Bon, et de trois maintenant, il faut donner encore la chance à Paro Douaté. D'accord. Et rien n'est perdu. Ok. Et on devait quand même essayer de l'encourager. Et tôt ou tard, on aura quand même bon de cause quand même. Il va quand même réussir. Merci beaucoup. Parce que les joueurs sont jeunes. D'accord, merci. Les beaux jours sont devant nous. D'accord. Merci et bon après-midi. Finalement, il faut un cours de civisme assez... On peut en prendre encore un? Non, c'est fini. Donc finalement, comme je le disais, pour conclure, il faudra donc des cours de civisme donc, à ces jeunes qui arrivent dans le nid. C'est pertinent. Pertinent. On verra bien. C'est pertinent. Pourquoi pas. Très bien. Merci Franck. C'était un plaisir. Angelo, merci à toi. Tout le plaisir est pour nous. Et merci également à Pélagie et naturellement à Elom. On va se dire à vendredi prochain, si tout va bien. Allez, au revoir.